Alors, j'aimerais revenir sur la question, justement, de notre rapport à la technique. Est-ce que tu penses, est-ce que tu as une éthique de la façon dont l'homme, donc tu dis toi-même, il doit se méfier quelque part de tout cet environnement technologique, tous ces objets, ou est-ce que c'est bon pour lui? Comment est-ce que tu vois les choses? Parce que il y a des discussions depuis des décennies déjà sur cette question. Est-ce que la technique est bonne pour l'homme, puisque c'est l'homme lui-même qui l'a produit, ou est-ce qu'il doit s'en méfier? Ouais. Dire à l'homme que la technique n'est pas bonne pour l'homme, c'est comme si tu veux dire à l'homme ton existence n'est pas bonne pour toi. Parce que l'homme est appelé à satisfaire sa curiosité. C'est en satisfaisant sa curiosité que l'homme est en train de créer la technique. Je suis dans une salle où je vois, devant moi il y a des livres, c'est vraiment une grande bibliothèque, derrière moi il y a des livres, tout ça là, ça fait partie de la connaissance. L'homme a besoin de ça. L'homme a besoin de la connaissance. L'homme veut découvrir l'inconnu. Donc il veut toucher l'inconnu. C'est cet inconnu que l'homme veut toucher, c'est ça qui crée l'art. Maintenant, quand l'homme veut toucher l'inconnu, il exprime ses émotions par diverses manières. Il peut créer les outils pour écrire ses émotions, donc on appelle le stylo, les feuilles. Maintenant, pour avoir les stylos, les feuilles, il faut qu'il travaille, qu'il ait la technologie. Donc la technologie fait partie de l'expression de l'homme. Et toi, par exemple, quand tu parles, tu n'as pas besoin de machine pour parler. Oui, mais il faut que je transmette l'information. Nos ancêtres ont eu ce goût de transmettre les informations en griffonnant les images En Afrique, il y avait beaucoup la mémoire orale, je crois. Voilà, la mémoire orale. En griffonnant sur des peaux de bêtes, en griffonnant dans les grottes, en griffonnant. C'était ça leur technologie. Et cette technologie était meilleure à leur époque. Aujourd'hui, nous avons des ordinateurs. Mais l'homme de demain, il aura quoi? Il va perfectionner le travail. Le travail qui a commencé hier avec de l'huile de vache, et faisons des dessins sur les murs, faisons des dessins sur les murs, en griffonnant sur les grottes. C'est ça qui a développé, qui a donné aujourd'hui les ordinateurs. Et ça va encore se développer, aller plus loin. Donc la technologie aujourd'hui, on ne peut pas le séparer de l'homme. L'homme est un être qui a de la science en lui. C'est comme on dit, le monde est philosophiquement créé, mais sa lisibilité est scientifique. Donc, lorsqu'on veut lire le monde, on veut traduire le monde, obligatoirement on est dans la science. Maintenant, la philosophie, c'était hier à cette époque. Mais aujourd'hui, on parle maintenant de la science. Donc, la technologie, c'est... Bon, alors, je vais changer un tout petit peu de sujet. Je voudrais parler un peu du question alimentaire. Est-ce que, par exemple, à ton avis, la gastronomie occidentale ou française, elle a la même logique que la gastronomie congolaise, par exemple? Est-ce que tu réfléchis sur les raisons pour lesquelles on mange ceci ou cela? Par exemple, je vais te dire, je vais donner un exemple un peu caricatural. Il semble qu'en Afrique, tu vois, on prend par exemple du riz et on fait une sauce avec un peu de viande et puis on mélange tout ça et puis on mange ça. Donc c'est souvent une nourriture assez pauvre. Oui. Bon, assez pauvre, c'est vous qui le dites. Moi, je pense que la gastronomie occidentale, je préfère cette gastronomie occidentale. Oui. C'est pas parce que la gastronomie occidentale est riche, mais c'est de la nourriture légère. Oui. Ça m'a permis de me rééquilibrer un peu. Ah oui, de perdre du poids. De perdre du poids. Oui. Et puis tu vas regagner du poids quand tu vas revenir là-bas. Mais quand chez nous, on mange beaucoup. Il y a la quantité. Il y a la quantité. Il n'y a pas forcément la qualité, mais il y a la quantité. Voilà, il y a la quantité. Maintenant, cela dépend, comment on appelle ça? Les vitamines et la nourriture riche, ça dépend de la manière que vous composez cette nourriture. Une nourriture peut être riche et faire grossir, mais être pauvre en réalité au niveau de ce qu'elle apporte au corps. C'est pas, il y a des gens qui sont très gros et qui mangent très mal. Maintenant, ce que je mange ici, en Afrique, on trouve la même nourriture. Mais la composition, c'est ça qui manque.
Par exemple, en Afrique, est-ce que tu peux manger moi, je m'intéresse beaucoup à ces questions-là. Est-ce que tu peux manger, par exemple, de la viande toute seule, tu peux faire des grillades, ou est-ce que c'est surtout, finalement, des céréales avec un peu de sauce et quelques morceaux de viande, par exemple? Non, non. En Afrique, on a de la nourriture en abondance, comme ici. Oui. Et on a plus de nourriture qu'ici, on a fait en France. Moi, il y a des moments où parfois j'ai l'argent, mais que j'ai des difficultés de manger. Parce que je ne trouve pas ce que je veux manger. Oui. Parce que là-bas, on a le poisson d'eau douce qui est riche en vitamines. Oui, oui. Là-bas, on a des chenilles qui sont riches en vitamines. Oui. Là-bas, on a toutes sortes de légumes qu'on trouve ici, qui sont riches en vitamines. On a des viandes, on a la viande de bœuf, la viande de mouton, la viande de tout. On a toutes sortes de viandes. Mais tu as pas remarqué qu'en France, par exemple, souvent les gens, au lieu de manger des fruits et de la viande, ils mangent des gâteaux, des biscuits, etc. Voilà. Donc il y a quand même aussi il y a un problème quelque part à ce niveau-là. Mais non, le problème chez nous en Afrique, c'est que on n'a pas l'art de la gastronomie d'ici, mais il y a tout. Aujourd'hui, je suis ici en France, j'ai mangé la nourriture française, je suis un peu léger. Mais quand je vais repartir en Afrique, ça va demander à ce que je mange la nourriture de là-bas. Mais si je peux composer ma nourriture, oui, quand même. Je pense que je ne perdrai pas l'équilibre que... Donc tu feras attention de ne pas manger trop de choses grasses, trop d'huile, trop de sauce, trop de céréales. De manger plutôt des choses fraîches, des fruits, de la viande fraîche, des poissons frais. Donc, ce que j'ai trouvé ici, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Tu as pris de bonnes habitudes. Des bonnes habitudes. Des bonnes habitudes. Une fois arrivé là-bas, comme il y a tout, je saurais maintenant comment... Parce que par exemple, j'ai vu comment ça... Tu sais qu'il y a beaucoup de restaurants africains à Paris. Donc on voit quand même quelle nourriture ils donnent dans ces restaurants. Donc c'est quand même beaucoup de céréales et puis de la sauce avec quelques morceaux de viande. Moi j'appelle ça pauvre parce qu'effectivement les sociétés qui n'ont pas qui n'ont pas assez d'argent pour manger correctement, elles trouvent des solutions de pénurie, elles trouvent des alternatives. Là il y a encore un petit problème. Le coût du marché dépend des salaires des fonctionnaires. Oui. Par exemple, chez nous, on n'a pas de gros salaires tels qu'ici, où les gens gagnent des 1500 € qui ont la valeur de 1 million de francs CFA. Ouais. Quelqu'un qui gagne 300 000 francs CFA, qui a la valeur de 500 € d'ici, s'organise mieux que celui qui gagne 2000 € d'ici. J'imagine, 4 fois moins. Oui. Alors, moi quand je gagne déjà 300 000 francs CFA à la valeur de 500 € d'ici, je peux atteindre l'autre bout du mois. Oui. Et je peux faire des économies. Oui. Parce que le coût de mon alimentation est diminué. Ici, c'est presque la même chose. Je n'ai pas vraiment pu faire la différence entre ces deux... Alors, est-ce que tu es, pour rester dans le domaine économique, est-ce que tu es pour une forme de protectionnisme, c'est-à-dire que tu penses que chaque État doit vivre avec les richesses qui lui sont propres, qu'il a en lui, et pas spécialement importer de l'extérieur, par exemple? Bon, on a toujours un goût d'aller goûter chez l'autre. Oui. Chez nous, on est comme ça. L'Africain est une espèce curieuse. Oui. L'Africain pense que chez lui c'est mauvais, c'est chez l'autre qui est fait venir beaucoup de choses de l'étranger. Voilà. Chez nous, on a ces complexes-là. On a un complexe, on pense que toujours chez l'autre c'est mieux que chez moi. Oui. Toujours la femme de l'autre est plus belle que ta propre femme et on veut toujours aller avec la femme de l'autre. Oui. C'est l'enfant de l'autre qui est intelligent que son enfant. On a un peu ces habitudes-là. Le problème c'est essayer un peu de sortir de ce complexe, de voir que non, le meilleur c'est chez l'autre. Oui. Mais il y a quand même les ressources locales qui sont importantes. Les ressources locales sont importantes. Humaines et minières, enfin je sais pas. J'ai vécu en Afrique, j'ai trouvé plein de trucs en Afrique où mon passage en Europe ici pourrait peut-être arranger certains nombres de choses là-bas. Oui. Donc ici j'ai appris la méthodologie.
J'ai appris la méthodologie, comment organiser ici, comment faire ça, comment faire ça, comment faire ça. Quelque chose, si je reste en Afrique, je serais peut-être encore dans l'ignorance. Mais ici, j'ai appris beaucoup de choses. Maintenant, ce que je veux, c'est quoi? C'est que mon retour en Afrique et que je puisse mettre ce que j'ai appris ici au service des autres qui sont là-bas. Oui, bien sûr. On peut évoluer. Ici, j'ai appris comment on organise les rencontres avec les autres, tel qu'on sort là d'une conférence avec toi. C'est tout ça là que j'ai appris. Mais en Afrique, ça n'existe pas. Ah bon? En Afrique, si tu essaies un peu de créer des cercles comme ça, automatiquement, c'est un politicien qui viendra rebondir sur ça. Il va détourner ça au profit de sa campagne. Ah bon? Donc, il n'y a pas une liberté de culture où vous allez dire, bon, nous, on organise notre club, on fait le truc là. Dès que tu commences, c'est tout le monde qui est derrière toi. D'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tout le marché. Donc, là-bas, la culture intellectuelle n'est pas développée telle qu'ici. Ici, quand je suis arrivé, j'ai découvert des cercles. Moi, on est dans un club. Il y a des débats libres. J'ai découvert ça, c'est bien. Si on peut réussir à faire les mêmes choses là-bas en Afrique, je pense que la jeunesse pourrait peut-être se départir un peu des politiciens, devenir peut-être des hommes libres, indépendants, à réfléchir par eux-mêmes. Oui, parce qu'effectivement, si on dépend de l'autre, on ne se développe pas soi-même. On ne se développe pas soi-même. Donc, j'ai appris beaucoup de choses ici. J'ai appris beaucoup. Maintenant, si je ne rentre pas, c'est comme si je vais arrêter un processus. Peut-être mon arrivée ici, c'était de voir comment ça se passe et de repartir en Afrique, essayer un peu d'organiser les mêmes clubs. Tu voudrais importer un peu certaines valeurs. Importer certaines valeurs, mais le développement, c'est tout ça là. Je prends ce que je n'ai pas, ça me permet d'évoluer. Donc, en Afrique, il suffit seulement que nous adaptions notre façon de voir le monde aux conditions du monde, mais on vit en Afrique. On vit en Afrique. Je pense que la plupart des jeunes qui sont venus ici, en Europe, c'est des jeunes qui étaient bien chez eux en Afrique. Mais dès qu'ils sont arrivés ici, ils ont disparu. Complètement disparu. Mais s'ils étaient restés en Afrique, ils seraient des cadres. Donc finalement, c'est souvent une erreur de s'expatrier. Une très très grosse erreur. Sauf dans certains cas, mais en général, c'est très... On arrive, on apprend, on repart. Voilà. C'est comme moi je suis venu, j'ai appris, je repars. Voilà. Mais l'erreur, c'est de rester sur place. Mais quand même, sur place, il y a quand même on revenait à un débat qu'on a eu tout à l'heure, il y a quand même une communauté africaine sur place. Oui, mais c'est ce que je dis. Une certaine réalité africaine qui est ancrée à Paris ou en France. Là. Oui, mais ils font quoi? Je ne sais pas, ils doivent quand même avoir une certaine façon de vivre ensemble. Mais non, le but de l'homme, c'est pas de manger, boire, procréer, dormir. Le but de l'homme, c'est pas ça. Le but de l'homme, c'est élever, c'est s'élever. Mais il n'y a rien qui corresponde à ça dans le monde africain francophone. Dans le monde enfin parisien. Oui, non, je ne vois pas, excusez-moi le terme, je ne suis pas là en train de polémiquer. Je pense que mes compatriotes, je dis Congolais qui sont ici, je fais la ronde. Oui. C'est un peu déplorable. Ah bon? C'est un peu déplorable. On est dans la bière, on est dans le travail, on est dans le métro, on est là. Je vois, il n'y a pas d'avenir. Je suis en train de leur dire. Même il y a certains Ouest-Africains que je leur dis ça. Il n'y a pas d'avenir. Parce qu'une personne, c'est l'avenir, il doit avoir un rêve. Mais en principe, ça pourrait exister quand même. On peut très bien imaginer quand même, une structure où il pourrait y avoir une présence africaine en Europe ou en France ou à Paris. Je suis dans les clubs de réflexion ici à Paris, oui. Dans les cafés Théo, café Tao, oui. Dans les clubs sciences et autres. Oui. Mais parfois je me retrouve seul. En tant qu'Africain, En tant qu'Africain? Oui. Et pourtant Paris, il y a beaucoup des Africains. Oui, mais les Africains eux-mêmes, est-ce qu'ils s'organisent quelque part? Mais
En tout cas, apparemment, en Afrique, ça se passe mieux pour ces Africains. Ça se passe mieux, mais il n'y a pas de club tel que je vous ai dit là. Il n'y en a pas. Ouais. Mais moi, quand j'arrive dans ce milieu, je suis le seul. J'ai participé à un séminaire de philo. Et j'étais le seul Africain. Ben oui, oui. Je suis ici depuis longtemps. Mais on ne peut pas voir que dans un salon de philo, que bon, voilà, là-bas, il y a un Ivoirien, de l'autre côté, il y a un Sénégalais, tout le monde. Ils n'existent pas. Mais si tu veux voir des Africains ici, il faut aller dans des boîtes de nuit. Oui. Il faut aller dans des bars, dans des caves. Là, tu vas voir des Africains. Justement, à ce propos, il y a quand même quelque chose qui j'aimerais bien t'interroger à ce sujet. Comment se fait-il que il y a une certaine façon d'utiliser les Africains en France et à Paris dans le métier de sécurité, de vigie. Oui, mais... Comment expliques-tu cet étrange phénomène, moi j'appelle ça une sorte de racialisme, après, à la limite presque, si on n'est pas africain, on ne peut pas avoir ce job. Bon, moi je pense que l'homme ne donne que ce qu'il a. Et on t'appelle que par ton nom. Moi je m'appelle Anissé, si vous appelez Armand l'autre là, c'est pas moi qui vais venir. Donc lorsque vous appelez mon nom, je viendrai. C'est le métier que les Africains ont choisi ici. Les Africains et les Chinois, ce sont les Chinois qui sont arrivés en retard. Après. Mais voilà comment les Chinois s'organisent en France. Mais pourquoi les Africains, depuis lors, n'ont pas pu s'organiser comme ça? Parce qu'il faut se poser la question là. Moi je suis ici, je vois comment ils se sont organisés justement dans ce métier-là, ils se sont bien organisés. Les métiers de sécurité. Alors là, moi aujourd'hui je suis en France. C'est de la cooptation. Je suis en France, c'est ce que je critique. Quand j'ai fini tout ici, j'ai dit je rentre au pays. Mais quand j'ai dit aux autres que je rentre au pays, ils trouvent ça scandaleux. Comment toi tu es déjà ici, tu veux rentrer au pays? Je dis mais si je reste ici, tout ce que j'ai appris, je vais l'utiliser dans les McDo en tant que vigie. Je vais pousser des vieilles personnes. Oui. Je vais faire des trucs qui ne m'intéressent pas. Oui. Donc je préfère rentrer avec mon niveau peut-être là-bas. Je peux être quelqu'un. Mais ici, je ne serai jamais accepté en tant que quelqu'un. En tout cas, eux, ils sont intégrés par ce biais-là. Ils sont intégrés par ce biais. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire vraie. Oui. On devait construire la station de télévision chez nous au Congo, à Brazzaville. On appelle les maçons. C'était les Chinois qui devaient construire cette station de télévision. Ils ont appelé les Chinois et les Congolais. Les maçons congolais sont arrivés. Les Chinois leur ont dit, on vous paye 1500 francs CFA par jour. 1500 francs CFA, ça s'élève à 1 euro, on peut dire 2,50 € comme ça, qu'on va vous payer par jour. Les maçons congolais ont refusé ce montant. Ils ont dit, mais on ne peut pas faire un gros boulot comme ça, soulever des sacs à longueur de journée pour 1500 francs CFA. Ils ont refusé. Les maçons zaïrois, les Congolais de la RDC, ont accepté ce prix. C'est comme aujourd'hui, les Africains sont venus ici. Et puis les Chinois ont fait le travail, ils ont fini le travail. Ce sont les maçons congolais. Aujourd'hui, les Français n'acceptent pas de faire de vigie. Non, oui, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Oui, alors donc il y a des métiers comme ça. Alors est-ce que tu pourrais réfléchir autrement? Ce qui nous renverrait d'ailleurs à la question de rapport entre l'homme et la technique. Il y a des types d'activités qui sont considérées comme quasiment impossibles ou dégradantes. Parce que, à ton avis, psychologiquement, mon cher Anissé Hilaire, pourquoi les Français ou les Blancs, ne veulent pas figurer dans le métier de vigie? Parce que ça ne leur intéresse pas. Non, mais pourquoi ça ne les intéresse pas? Parce qu'ils trouvent que c'est des métiers de seconde main, donc... oui, enfin, moi, je crois que ça mériterait d'être creusé, cette question. Ça méritait d'être creusé parce qu'il y a déjà la main-d'œuvre que les Noirs eux-mêmes, ils viennent, ils acceptent. Oui, donc ça mériterait d'être creusé. Donc, effectivement, c'est comme si on traduit ce que tu dis, c'est-à-dire que les Occidentaux, les Blancs, il y a des métiers qu'ils veulent faire et des métiers qu'ils ne veulent pas faire. Voilà. Alors, est-ce que tu sais que selon quels critères tel métier est acceptable pour eux et tel métier ne l'est pas? Bon, il y a aussi Quel est leur raisonnement? Qu'est-ce qui fait leur choix? Pour répondre à ça, je reviens un peu quelques années en arrière. Oui. On a eu dans les syndicats, dans le milieu des décideurs français, il y avait des Noirs. Je prends l'exemple de André Grenard-Machois. Ici en France, il n'a pas été un monsieur qui était vigile. Mais comment se fait-il que brusquement ses petits-fils deviennent des vigiles? Oui.
C'est parce que les petits-fils ont accepté gratuitement le métier, ces métiers-là. Le problème ici, c'est le problème de l'acceptation. Ils ont accepté gratuitement? Ils ont accepté gratuitement parce que chez eux, ils disent que moi, j'ai seulement besoin de survivre. Oui, que dire gratuitement, c'est pas gratuitement, mais pour un faible montant. Oui, pour un faible montant, c'est Ça s'appelle pas gratuitement. Oui, mais oui, non, gratuitement, c'est-à-dire la décision qu'ils ont, la manière, en acceptant, c'est trop gratuit. Ils ont accepté le premier venu. Voilà, c'est ça. En français, on dirait pas gratuitement. Voilà. Aujourd'hui, parfois quand je me promène, je vois dans le berceau, c'est un bébé blanc. Oui. Et c'est une mère noire. Absolument, oui, oui. Souvent. Alors, je me pose la question, est-ce que cette mère noire, comment il a pu faire un bébé blanc? Mais c'est pas elle qui a fait le bébé. C'est pas elle qui a fait le bébé. Bon, on se retrouve à la situation de l'Amérique à l'écart de la guerre des sécessions. C'est des esclaves qui sont... Voilà. Ça. Oui. Simon Kimbangu, un grand prophète noir, avait dit il arriverait un moment où les jeunes Africains vont traverser la Méditerranée, iront chez le blanc sans que le blanc vienne les chercher. Ouais. Ils seront esclaves eux-mêmes chez le blanc. Ils iront se donner en esclavage. Ouais. C'est ce qui se réalise aujourd'hui. Ouais. Alors, c'est pas... Lorsque, en matière de main-d'œuvre, il y a beaucoup de demandes, il y a peu d'offres, les hommes commencent à accepter de n'importe quoi. Oui. Mais il y a quand même beaucoup de chômeurs blancs qui pourraient dire bah, il faut quand même que je non, mais un chômeur blanc, il est payé à la fin du mois. Oui. Et les noirs, ils ne sont pas payés? Ils n'ont pas des droits? Bon, ça, j'ai pas mené une enquête là-dessus. Bon. Mais sinon, oui. Je sais que être chômeur français ici, c'est vraiment une aubaine.